What's up, ici Dramatique avec un K, vous êtes sur Culture. Ma mère a immigré au Québec dans les années 70, laissant Haïti derrière, tenant ses papiers d'affranchi. Dramatique, c'est un kid qui était à l'école, qui est né dans la pauvreté, un problème de bégaiement, problème de violence conjugale, psychologique, etc., qui a été placé en centre d'accueil. Ma première école a été un hôpital psychiatrique où est-ce qu'il y avait une aile pour les enfants et tout, etc., avec problème d'autisme, problème de... On croit que j'étais autiste. J'ai été vivre avec ma grand-mère pendant un bon bout, à l'âge de 15 ans à peu près. Puis en 96, c'était le commencement du groupe Mozaïen. Bien avant ça, il y a eu un gros mouvement de rap francophone aussi. SP, The Rain Man, Domatic, tout ça. Quand on a sorti notre album, ça a été un boom. On a été vu comme les Fujis de Montréal, on a été vu comme le porte-parole de plusieurs causes. On parle de racisme systémique. On ne dit pas ce mot-là, mais on parlait de ça depuis même la chanson La vie qui naît, de la place qu'on a dans ce monde-là. De Félix, Prix Miroir, chanson avec Wyclef, tournée du Québec, tournée en France avec les gars de Format People, Toulouse, Lille. On en a fait le show du Zénith, un show qui était vraiment énorme. Les gens sont très méchants, ils ont des enfants, ils en font une business. Le gouvernement leur donne la garde de ces enfants-là. Donc, il y a beaucoup de familles, de foyers d'accueil à cette époque-là qui s'occupaient mal de ces enfants-là. Donc, ils reçoivent des subventions, de l'argent pour ces enfants-là, mais ils dépensent peu pour les enfants. Ils ne dépensent pas pour les vacances pour l'enfant, pour les loisirs, linge, etc. J'ai passé beaucoup de temps assis dans un garage sans rien foutre. Bien entendu, les gens qui s'amusaient dehors. Donc, tous ces moments de solitude-là, ça a formé une partie de quelque chose aujourd'hui. À cette époque-là, j'avais une méfiance envers le monde adulte à cause de ça. Quand un adulte te fait du mal à ce point-là, là, tu te dis que chaque adulte a ce potentiel-là de méchanceté aussi. Donc, à un moment donné, quand j'étais dans cette famille d'accueil-là, la famille me préparait toujours des questions-réponses. Alors, tu vas leur dire que tu manges bien, dis pas ce qui se passe ici, ok? Dis rien ce qui se passe ici, dis que tu manges bien, dis que tu vas bien, dis que tu t'amuses, tout ça. Cool, là, je disais oui, je vais guérir, puis je disais ok. Donc, quand je débarque là-bas, je disais l'inverse, je dis ça va mal là-bas, il me frappe, tout ça. Mais ça il n'y a jamais eu de suite à ce que je disais. Donc c'est fou parce que t'as l'enfant qui bègue, moi, qui lance un appel à l'aide et les gens qui sont devant moi, ils font même pas leur job à 100%. Mais j'ai connu des anges sur ma route aussi. Puis il y a plein de gens qui travaillent à la DPJ en centre jeunesse, qui sont des bonnes personnes, puis qui veulent que les jeunes s'en sortent aussi. J'avais déjà des longues trêves, car sans cash pour une chasse, c'est là que les losses naissent. L'idée du projet est venue du boss du label CIM Ciel, Steve Jourdain. Puis il y avait une idée qu'il avait pris un flash. Bro, j'ai une idée, ce serait cool de faire un genre de projet où est-ce que tu mets un artiste, tel artiste, des Kenlo avec telle personne, tout ça, puis faire une méga compilation. Je dis, waouh, c'est vraiment nice. Puis à cette époque-là, c'était le confinement, le COVID. On n'avait jamais eu autant de free time comme ça. Puis je suis quelqu'un de projet. Puis sans projet, j'étais comme, man, il se passe rien. Donc avoir cette mission-là, ça m'a mis sur un grid. J'ai presque tout fait sur la scène, beatmaking, infographie, photographie, conférences, etc. You know? Puis être assis et ne pas être au centre de l'attention, c'était parfait pour moi. De faire le duo qui avait jamais été fait avant. C'était ça le challenge. En fait, on voulait que ce soit vraiment comme like a black world. Les photographes qui ont fait le photoshoot sont noirs, les réals sont black, les stylistes sont black, sound engineer black. Et ce projet-là, la moitié des profits, une grande majorité des profits est versée à une bourse 1804 qui est pour la persévérance scolaire. Donc il y a 10 bourses qui vont être versées à chaque année pendant 10 ans. Il y a des belles histoires comme Jenny et Juno sur le projet qui sont les moins connus du projet. Elle est éducatrice, puis elle a posté un track en 2020. J'ai vu le track qu'elle a posté, je lui ai écrit, je dis hey, il serait cool que tu sois sur le projet, puis elle a capoté avec des cœurs, des emojis, tout ça. Donc de voir la surprise de ces personnes-là qui sont fans de ce que je fais, Mozaïen, ils ont à leur tour la chance d'embarquer dans la grande aventure, c'est vraiment nice. Le meilleur est dans les étoiles éteintes, parfois on va les révéler. La chance t'a laissé tomber comme ton premier amour. Ça, c'est une très belle histoire, man. Ces deux personnes-là viennent de vraiment loin. Corneille a participé à notre premier album de Mozaïen en 98. Il venait juste d'arriver au pays. Donc ses plaies, ses cicatrices est encore fraîches. Lost, j'ai connu Lost quand je travaillais en tant que coordonnateur de projet musical dans une maison des jeunes à Cartierville. Donc j'étais celui qui enregistrait Lost. So, d'avoir été témoin de ces deux évolutions-là, les mettre ensemble, c'était vraiment nice. C'était comme un rêve finalement. En fait, on a proposé un beat à Corneille, c'était un beat presque trap lourd, puis il était prêt à le faire aussi. Là, j'étais comme shit, he's brave. Finalement, Lost a préféré aller dans le monde de Corneille.
Le R&B, le soul R&B était fort à une époque. Je pense qu'on ne la célèbre pas assez. Les choristes ont souvent juste des rôles de backup singer. Des choristes qui sont fortes, qui sont supposés avoir leur propre album, leur propre page couverture, puis ils ont pas ça. Ça fait un bout qu'ils sont dedans, puis ils ont toujours le même rôle de faire des voix. Puis il n'y a pas juste des choristes, je veux dire, ça fait 30 ans que je fais de la musique. Il n'y a pas une place où j'ai vu des techniciens noirs en spectacle, en télévision. C'est quand même grave, là. Puis il y a plein de gens qui vont prendre le cours, comme moi, j'ai fait le cours à musique technique, puis je n'ai pas vu un seul de mes bros ou bien sœurs avoir un poste. On doit se faire confiance en nous, on doit être bon dans ce qu'on fait aussi. C'est bien beau que je demande aux gens de ma communauté de me checker pour un service, mais moi, il faut que je sois bon à la base. C'est bon de dire Black Economy, mais chaque acteur, chaque petite molécule, chaque maillon de la chaîne doit être fort puis solide. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on avance en parallèle. Il faut être geek, puis tu as une caméra, check le manuel, la caméra, chaque page de la caméra, chaque affaire, tu dois le connaître. La vie pas facile, c'est pour ça nous rassembler. Ma responsabilité en tant que OG, c'est de m'assurer que le pouvoir se passe dans un certain bagage, que je mette toutes mes connaissances, mes expériences, peur, échec, joie, espoir, tout ça. Je lègue ce mode d'emploi-là à la prochaine génération. Le rôle d'un OG, c'est de conseiller ses petits frères. Moi, qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? J'étais dans le street à une époque, je travaillais pas, je venais juste de lâcher l'école. Chaque jour était comme dimanche, puis à chaque jour, man, on chillait, like street shit, etc. À un moment donné, je suis tombé sur un gars plus vieux que nous, un gars de gang, en voiture, puis il m'a dit, yo, faudrait que tu retournes à l'école. Mais du fait que ça venait de lui, c'était comme, wow, c'est un gros paradoxe, parce que d'habitude, ce monde-là te tire vers le fond. Puis d'avoir ce conseil-là de ce gars-là, j'y ai pensé, puis ça a résonné dans ma tête. C'est comme un signe. J'étais quelqu'un de très croyant, puis spirituel, puis chaque fois tu tombes sur des personnes, tu as soit un evil ou soit un ange, selon le chemin. Puis depuis ce temps-là, je me suis remis sur le rap shit. Pour être un bon mentor, il faut avoir le sentiment d'accomplissement aussi. Parce que t'es pas accompli, tu risques d'avoir un peu de retenue, un peu de jalousie envers ton protégé qui est en train d'ouvrir des portes plus que toi. C'est inévitable. Nos enfants seront meilleurs que nous. C'est une brique qu'on met sur une autre brique, etc. qui fait la bâtisse. As-tu oublié qu'on vivait ici? Moi, j'ai eu le don de la musique, je pense, à travers mon grand-père. Mais j'ai pas connu mon grand-père ni mon père non plus. J'ai connu l'histoire de mon grand-père et mon grand-père juste en 2004 seulement. Donc, j'ai pas eu de passation de flambeau. Il s'est passé de quoi de vraiment unique, le rap ici à Montréal, parce qu'il y a plein de gens qui ont quitté le rap ici. En 2004, 5, 6, 7, ça marchait plus. Donc, il y a plein de gens qui sont partis, mais sont partis sans laisser les clés de la bâtisse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un vide à un moment donné. Quand les nouveaux sont venus, ils ont juste défoncé la porte, ils ont dit, bon, mais tout à refaire. Les codes ont changé aussi. Qu'est-ce qui était bon avant, c'était plus rendu bon après. À une époque, les gens ne croyaient plus au rap. Le truc du flambeau, je pourrais dire que c'est ni de la faute des vieux, ni de la faute des jeunes. C'est une affaire générationnelle. Même dans le street, il y a plusieurs débats que les jeunes ne respectent plus les plus vieux et tout, etc. Donc je pense que c'est pas dans le rap seulement, mais c'est en général, je dirais. Mais juste le fait d'écrire ton rhyme sur un cellulaire à la verticale, ça change ta manière de voir tes rhymes. Parce que moi, c'était une feuille mobile, puis chaque ligne finissait ici. L'autre finissait là. Sur un cellulaire, ta ligne finit ici. L'autre finit au hasard ici. Et quand c'est temps de compter ces bars, c'est presque pas possible. You know? Il faut faire attention parce que c'est pas tous les vieux qui ont un hate envers les jeunes. C'est juste qu'ils ne comprennent plus l'environnement. Tu rappes, ça fait un bout que tu rappes depuis en 94, 15, etc. Puis tu es convaincu que ça va marcher, tu dépenses beaucoup d'argent, tu fais des maquettes, tu payes 100$ pour le studio, le beatmaker, etc. Photographie, tout ça, ça fait 3 albums que tu fais, puis ça marche pas. Tu fais quoi? Ton enfant qui vient de naître, il faut trouver un job maintenant, de 7 à 7, etc. Les rêves sont finis, c'est plus le même rêve là. Pour les gens, ça que je raconte aux gens que c'est un miracle, le fait que je bégaye puis que je rappe. Il y a plein de gens, des fois, ils arrivent sur YouTube, « Hey, bégaye, je suis pas au courant. » Il y a une partie du cerveau qui est affectée quand on chante. En fait, le rap est venu attendre dans ma vie parce qu'il est venu à une époque, à l'âge de 15 ans, à l'âge de l'adolescence. C'est l'époque où est-ce que le jeune fait son persona, son masque, comment qu'il apparaît devant les gens. Or, moi, j'étais bègue à cette époque-là. Donc, c'est des moqueries, c'est des gens qui se moquent de moi. Donc, moi, le challenge ultime que je voulais faire, c'est du battle rap. Quand que je rappe, je bégaye pas. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais le word up, qui ressemble au rap, mais qui n'est pas du rap? C'est comme un genre de monologue. Mais si je le fais et que je bégaye, là c'est la fin de tout le monde part à rire. C'est un genre de gamble suicidaire aussi. En fait, j'aurais jamais de mon vivant osé demander un rôle parlant. Parce que pour un bègue, je veux dire, on voit pas beaucoup de bègues à la télévision et tout, you know.
Quand Eric Piccoli m'a approché pour ce rôle-là, je suis comme, ok, je vois sa vision puis ce qu'il veut faire aussi. Il veut mettre une lumière sur des places que les gens ne voient pas souvent, où il y a beaucoup d'ombrage, puis beaucoup d'idées préconçues, you know? Donc de faire partie de cette aventure-là, ça m'a tellement aidé. J'ai aimé ça. Ce statement-là de inclure une diversité qui veut dire, moi, tu écoutes ça, même les jeunes qui vont à l'école, ils se voient dedans. Tu sais, ils voient que le langage qu'ils utilisent dedans, c'est le vrai langage. C'est pas comme des gens qui viennent ailleurs puis que, yo! Ce vibe-là, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une belle expérience. Je pense que c'est là que ça m'a pris la piqûre vraiment de participer à des films, être sur un tournage, de voir ça, de voir les gens qui prennent des caméras, le côté technique de la chose. C'est mathématique quand même, là, tu vois, le ISO, la bonne lumière, tout ça, de make sure que tout le monde le good, qu'au final on ait un film qui ressort bien. Puis grâce à ce rôle-là, j'ai pu figurer dans un autre film, un film qui sort bientôt, je vais pas dire etc., mais ça va être un film à gros budget aussi, ça va être un gros film, vraiment. Y'a rien de nouveau sous le soleil. En fait, la plupart des vidéos de Mozaïne, j'ai toujours participé à ça aussi. Même dans la vidéo avec Wyclef, quand je suis dans le confessionnal avec ma Bible, c'est mon idée. Vidéo Révolteverse, c'est mon script à moi. T'as le gars qui marche, puis il y a une femme qui est dehors, une genre de Karen. Moi, je suis là, puis je m'en vais l'aider, elle se fâche. La police débarque, il me plaque sur le capot, tout ça. Donc, c'est mon idée à moi. Avant même que l'affaire de George Floyd arrive en plus. It's crazy. C'est quand même fou, ça. La même histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Que j'ai fait? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quand on voit l'affaire de George Floyd, on voit la police, les gens qui filment, les magasins, tout ça. Quand on met ça à côté de mon clip, c'est le même clip. C'est presque prémonitoire. Puis cette vidéo-là a été tournée en partie au Sénégal aussi. Puis à la fin du vidéo, on me voit en train d'être en face de l'horizon. Puis l'horizon, ça veut dire que tout le drame qu'on vit, mais on peut aller back to Africa puis avoir un futur... Je suis en pleine écriture en ce moment même. C'est un livre de poésie. C'est vraiment huge. De passer de quelqu'un qui a lâché l'école à être un gars qu'on appelle pour donner des cours de rap, aller dans les écoles, donner des cours aux professeurs, à avoir un livre. Donc, je suis dramatique, mais des fois, il faut être reconnaissant aussi, man. Je suis quelqu'un de très visuel, vu que je suis graphiste de formation, puis quand j'étais plus jeune, je dessinais aussi. D'abord, c'était la vidéographie qui est venue en 2019. Je voulais faire un track de moi et ma fille durant la pandémie. J'ai été télécharger un programme qui s'appelle Filmora. J'ai commencé à faire du edit. J'ai comme, c'est compliqué de faire ça. C'est comme Cubase, mais c'est plus fucked up encore, etc. Puis finalement, j'ai aimé ça. En fait, avant la caméra, c'était un téléphone cellulaire. J'ai acheté 2 lentilles pour le cellulaire, de wide angle, téléphoto lens, whatever. Puis c'était pas assez. Quand j'ai acheté ma Sony puis les lentilles, c'est là que ça a commencé. Rest in peace, Don Carnage. C'est lui qui m'a conseillé de prendre un livre pour que je puisse apprendre sur la photographie. Puis là, je n'ai pas arrêté. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours ma caméra. Mais ça fait comme une semaine que j'ai appris vraiment c'est quoi la photographie. Comme quand tu as une photo qui a un certain replay value, quand il y a un pattern dans la photo. Il y a tel élément rouge, mais ça aussi c'est rouge. Tu as une ligne qui pointe vers là, puis la ligne. La photographie, c'est la personne qui te dit, tu vois ça? C'est là qu'il faut regarder. Puis le rap, c'est pareil aussi. Le rap, c'est vraiment ça. Merci d'être passé. Merci aussi, man. Yes. C'était très intéressant. Thanks, man. Dramatique avec un cœur.